Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, une émission largement consacrée aujourd'hui aux enjeux de la COP16 biodiversité qui se déroule en Colombie et dont les conclusions sont attendues ce 1er novembre. Mon invité, c'est Heidi Sevestre, glaciologue qui arpente la planète pour surveiller et évaluer les glaciers. On se demandera notamment s'il faut créer un statut juridique pour mieux protéger ces glaciers. Notre débat, il portera sur les leviers que les entreprises peuvent activer pour atteindre les objectifs définis lors de ces COP. On verra notamment le rôle que peuvent jouer les normes internationales ISO. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez la maison Figura, une marque de mode et de déco qui choisit des matières bio et recyclées. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Heidi Sevestre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes glaciologue, auteur de nombreux livres. J'ai cité Sentinelle du climat qui vient de sortir en édition poche. Et vous êtes là pour nous parler de biodiversité, de glaciers et de cette COP16 qui se déroule en Colombie, COP16 biodiversité, conclusion attendue ce 1er novembre. Qu'est-ce que vous en attendez ? Énormément. Ouais. Aujourd'hui, on sait que nous reposons sur le vivant, notre économie, notre santé. C'est capital. Et en Colombie, c'est un pays que je connais très bien parce qu'il y a des petits glaciers en Colombie qui sont déterminants pour la biodiversité. Si ces glaciers disparaissent, c'est la biodiversité en aval de ces glaciers qui risque de subir de plein fouet le manque d'eau. Et cette biodiversité en Colombie, c'est des plantes médicinales, des espèces endémiques et surtout des puits de carbone. On a désespérément besoin d'une biodiversité en bonne santé aussi pour absorber nos émissions de gaz à effet de serre. On va beaucoup voyager grâce à vous, mais là, je vais commencer par la France avec le glacier le plus connu au-dessus de Chamonix, le Mont Blanc pas loin, mer de glace, etc. À quel point il souffre aujourd'hui. Oui, c'est vraiment un glacier qui est sentinelle. On dit souvent que les glaciers sont les meilleurs baromètres du climat. Plus nos émissions de gaz à effet de serre augmentent, plus ces glaciers reculent. Et la mer de glace, il suffit d'y retourner pour voir à quel point elle a laissé derrière elle un canyon pratiquement vide. Aujourd'hui, il y a encore un tout petit peu de glace au fond. Et pour moi, ces glaciers, ça nous montre qu'à l'échelle d'une vie humaine, à l'échelle de générations même, le changement climatique attaque de plein fouet ces glaciers. Et en attaquant ces glaciers, c'est nos meilleurs châteaux d'eau sur Terre qu'on est en train de voir disparaître sous nos yeux. Aujourd'hui, il y a quand même 2 milliards de personnes pratiquement qui utilisent l'eau de ces glaciers. Donc on a besoin de continuer à se battre pour ces baromètres du climat, pour ces châteaux d'eau, parce que nous, on les utilise très clairement pour produire de l'énergie, pour l'agriculture, pour notre économie. Est-ce qu'il faut leur donner un statut juridique ? Je crois que c'est l'un des enjeux de cette COP biodiversité. Oui, alors c'est vrai que c'est fait pour certaines rivières, pour certains écosystèmes, et pourquoi pas les glaciers, Les glaciers sont un petit peu en reste aujourd'hui, et je pense que ça leur permettrait d'avoir un nouveau moyen de défense. Alors pourquoi pas leur donner un statut juridique pour qu'on enlève toutes ces attaques des bulldozers qu'on a vues sur les glaciers ces derniers temps lors des compétitions de ski. Aujourd'hui, ces glaciers, ce sont des biens communs, donc il faut qu'ils aient un statut à l'échelle de leur importance. Ça permettrait, rentrons dans le détail, de mieux les protéger, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des procédures, ça permettrait à des associations de s'opposer à des projets, c'est ça ? Voilà, exactement. En amont et en aval de ces projets qui peuvent être très destructeurs, de faire en sorte déjà que ces projets n'aient pas lieu, mais s'ils ont lieu, qui va réparer les pots cassés ? Qui va réparer justement ces dommages qui ont été faits à nos châteaux d'eau. Donc c'est une solution qui est étudiée. Certains pays avancent ça plus rapidement que d'autres, mais nous, en tout cas, les scientifiques, on soutient ça pleinement. Alors, je suis frappé de voir Alors là, nous, on en parle ici, on y consacre notre émission à cette COP biodiversité. Elles sont toujours moins médiatisées que les COP climat. Pourtant, c'est tellement important et tellement lié. Comment vous l'expliquez, ça ? Je pense qu'on a encore du mal à réaliser l'importance du vivant, alors que tout ce qu'on fait repose là-dessus. Et on a besoin de vous, et heureusement que vous êtes là pour nous donner un coup de main et mettre un coup de projecteur sur ces COP biodiversité. Nous, c'est vrai qu'en tant que glaciologue, on s'attache plus aux COP climat, mais finalement, on se rend compte que les glaciers, c'est vraiment le cadre donné à cette biodiversité, au vivant. Les glaciers fertilisent les océans. Sous la banquise de l'Arctique, on a du phytoplancton qui s'accroche sous la banquise et dont la biodiversité marine des régions polaires dépend. Donc finalement, même combat. C'est vrai que moi, en ce moment, ces dernières semaines, je prépare à 3000% la COP29, qui va avoir lieu, la COP climatique, qui va avoir lieu en Azerbaïdjan. Mais biodiversité et glaciers, même combat. Ça se rejoint. Vous participez au programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique. En quoi consistent vos missions ? Oui, alors nos missions, nous sommes en fait une organisation qui est à la frontière
entre le monde académique, on travaille avec 800 experts scientifiques, et les gouvernements de l'Arctique. Et notre façon de fonctionner est très intéressante. Les gouvernements de l'Arctique viennent avec nous, avec des questions, et c'est à nous d'y répondre. Et un grand sujet sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est comment le réchauffement climatique, qui est monumental dans l'Arctique, affecte les 7 millions d'habitants de cette région, affecte leur santé. Et donc nous, avec nos 800 experts, notre travail, c'est de produire la meilleure science possible et de communiquer de façon très étroite avec ces gouvernements pour un petit peu les motiver à passer à l'action. Comme enjeu autour de l'Arctique là, dans les prochaines semaines, là pour cette COP biodiversité, ensuite pour la COP climat, sont des enjeux qui sont aussi géopolitiques, qui ont trait par exemple à des routes maritimes. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés au réchauffement climatique et à ses conséquences sur l'Arctique. Oui, j'ai entendu dire dernièrement que s'il y avait plus de banquise, il y aurait des nouvelles routes de navigation, et ces nouvelles routes de navigation sont plus courtes. Donc c'est finalement bon pour la planète parce qu'elles auront une empreinte carbone un peu plus basse. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, l'Arctique, c'est la région qui se réchauffe le plus vite sur Terre, 3 à 4 fois plus vite que le reste de la planète. Et le fait que l'on perde la glace de l'Arctique, la banquise, la glace du Groenland, ça affecte non seulement les 7 millions d'habitants de l'Arctique, mais ça affecte toutes les populations du monde entier jusqu'ici en France. Plus la banquise de l'Arctique se retire, plus chez nous en France, on a des événements météorologiques extrêmes. Comment c'est lié Alors sans rentrer dans les détails, exactement, c'est lié en fait au vent, hein, les jet streams polaires. Les vents, ils aiment bien les écarts de température sur Terre. Ils aiment bien qu'il fasse froid dans l'Arctique, puisque l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite qu'ailleurs. Ces vents ralentissent, font un petit peu des méandres, et en créant cette perturbation météorologique, parfois on va avoir des très grandes vagues de chaleur en France, on les a déjà bien subies, mais on peut avoir l'inverse aussi, des vagues de froid qui vont forcer les précipitations, qui vont aussi terriblement affecter notre agriculture. Donc finalement, si on veut vraiment donner la meilleure chance possible à notre économie, à notre agriculture, à notre santé, il faut se battre pour l'Arctique et arrêter d'aller chercher de nouvelles ressources fossiles et diminuer vraiment nos consommations d'énergie fossile, de gaz, de pétrole et de charbon. Est-ce que ça a aussi des conséquences sur la montée du niveau de l'océan ? Complètement. Alors si on regarde rien que ce qui se passe dans l'Arctique, on a le Groenland. Le Groenland, s'il perd sa glace, c'est 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers. Mais si on regarde ce qui se passe au niveau du pôle sud, l'Antarctique contient suffisamment de glace pour augmenter le niveau des océans jusqu'à 58 mètres. Et c'est pas une faute de frappe, hein. C'est vraiment 58 mètres. Donc quand on se rend compte de l'importance de ces calottes polaires, on réalise que les Hauts-de-France, la côte aquitaine, l'aéroport de Nice, etc., qu'en France, on est dans la ligne de mire de l'élévation du niveau des mers. Aujourd'hui, ces calottes polaires peuvent réagir beaucoup plus vite qu'on le pensait à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre. Et ça se joue maintenant. C'est quelle décision on prend cette semaine, ce mois-ci, le mois prochain, pour éviter que ces calottes polaires franchissent des points de bascule qui seraient irréversibles. Ce que vous décrivez en Arctique, c'est moins vrai en Antarctique ou ça reste quand même critique là-bas ? Alors ça reste quand même critique. Voilà, l'Arctique c'est 3 à 4 fois plus de réchauffement que le reste de la planète. L'Antarctique c'est 2 fois plus vite, donc c'est quand même très très sérieux. Et pourquoi l'Antarctique nous intéresse autant ? C'est parce qu'il fait 25 fois la taille de la France. Cette calotte polaire est gigantesque, donc si on la perd même une petite fraction, les conséquences elles vont être monumentales, et on parle vraiment de dizaines, voire de centaines de millions de personnes qui risquent d'être déplacées à cause de l'élévation du niveau des mers. Sujet très très sérieux, l'Antarctique. C'est où le dernier glacier que vous êtes allé visiter en quelque sorte ? Non, c'est vrai que j'ai à cœur de continuer à faire des expéditions, de récolter des données sur le terrain. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de parcourir les glaciers d'Ouganda. Il y a des glaciers en Ouganda, à Lombo. Exactement, entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Et c'est des glaciers qui font partie des sources du Nil. Et surtout, c'est des glaciers qui ont une importance capitale pour ces populations, une importance culturelle. Pour le peuple Pakonzo, c'est là d'où viennent leurs dieux et sa femme. Ils sont dans les glaciers, et donc on ose imaginer pour eux ce que ça représente, la disparition de ces glaciers tropicaux. Quand les glaciers disparaissent, ils perdent une partie de leur âme, une partie de leur identité. Et c'est à nous, les scientifiques, vraiment d'accompagner ces programmes de mesure et de faire en sorte que ce soit ces populations qui continuent à faire ce travail de mesure pour qu'ils aient plus besoin de nous à l'avenir. Oui, il y a une dimension culturelle que vous êtes en train de nous décrire. Et là aussi, je reviens au tout début de notre conversation sur la biodiversité. Si, restons sur cet exemple de l'Ouganda, si ces glaciers faiblissent, se rétrécissent en quelque sorte, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est une vraie question pour l'Ouganda. On parle vraiment de forêt tropicale. C'est là où on a pratiquement le plus de biodiversité à l'hectare au monde. Donc évidemment, si on perd ces ressources en eau pendant les périodes sèches, si on perd ces glaciers, comment est-ce que la biodiversité va pouvoir réagir ? Et le souci aujourd'hui, c'est vraiment la vitesse des changements. Ces glaciers disparaissent à la vitesse grand V, et ça ne laisse pas suffisamment
suffisamment de temps à cette biodiversité pour pouvoir s'adapter, pour évoluer face à ces changements. Et ensuite, il n'y a pas que la biodiversité, il y a toutes ces populations humaines qui dépendent de cette biodiversité. Donc on se rend compte que derrière chaque glacier, derrière chaque iceberg, finalement, ce sont des vies humaines et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se bat. Vous dites que ça se joue maintenant, alors peut-être que ça se jouait aussi beaucoup depuis quelques décennies et qu'on a pris trop de retard, mais bon, si on réussit à prendre les bonnes décisions, qu'est-ce qui se passe? On bloque le phénomène, on le freine, vous voyez ce que je veux dire? Alors il faut déjà le freiner, évidemment, il faut qu'on arrête de donner autant d'avantages aux énergies fossiles aujourd'hui. Littéralement, on sponsorise notre propre disparition. Il faut qu'on arrête d'ouvrir des nouveaux puits de pétrole, de gaz, qu'on arrête d'ouvrir des mines de charbon. Donc déjà qu'on ralentisse le mouvement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on réalise qu'on s'approche des points de bascule du climat. Si on franchit pendant plusieurs années, voire décennies, 1,5 degré d'augmentation de température, on risque de créer des conséquences irréversibles pour nos enfants, pour leurs enfants. Et ensuite, quoi que l'on fasse dans l'avenir, on ne pourra plus revenir en arrière. Donc nous, pourquoi on se bat aujourd'hui? C'est pour faire en sorte que l'on comprenne qu'il faut qu'on encourage toutes ces nouvelles énergies et qu'on arrête de faire des cadeaux aux énergies fossiles, c'est plus possible. Le message est passé. Merci beaucoup Heidi Sevès. J'appelle le titre de ce livre Sentinelle du climat qui vient de sortir, qui est sorti en édition poche. On passe à notre débat tout de suite. On continue de parler biodiversité avec le rôle des entreprises. Le débat de ce Smart Impact, on continue de parler de biodiversité et des normes qui peuvent peut-être aider de progresser en la matière. Je vous présente mes invités, Franck Lebeugle, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'AFNOR, et Octave Kleinjans, bonjour et bienvenue. Vous êtes directeur général, directeur Impact Lab du mouvement Impact France. On y arrive. Franck Lebeugle, on démarre avec des questions un peu générales sur cette COP biodiversité qui rend ses conclusions ce 1er novembre. Elle se déroule en Colombie. Vous en attendez quoi? Quand on représente une entreprise comme l'AFNOR, un organisme comme l'AFNOR, vous en attendez quoi? Alors nous, AFNOR, en fait, on est membre de l'ISO, qui est vraiment l'organisation internationale la plus importante sur la standardisation, la normalisation volontaire. Donc nous sommes présents à travers l'ISO à la COP 2016, parce que les enjeux, on les connaît. La lutte contre l'effondrement de la biodiversité va être un des challenges dans un contexte international avec la publication du Global Emission Report, on l'a vu, où on est plutôt sur un réchauffement à 3 degrés plutôt que 1,5. Donc pour nous, les enjeux de cette COP, il est double. Il est changer la culture des acteurs économiques pour qu'ils prennent en compte la biodiversité comme un actif primordial dans leur stratégie d'entreprise, que ce soit au niveau des risques ou d'un actif, et d'une création de valeur, et puis aussi qu'ils mettent en place des plans opérationnels pour prendre en compte la biodiversité. Et c'est par l'intermédiaire des normes, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, que je pense on peut y arriver de manière coordonnée au niveau mondial et pas au niveau uniquement national. Oui, parce que évidemment, si on est tout seul à se lancer, d'abord l'impact sera moins important, et puis il y a des questions de distorsion de concurrence. Octave Kleinjans, les enjeux de la COP 16, que peuvent en attendre les entreprises? Plus de normes, un cadre clair, des objectifs clairs? Oui, déjà ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des États, sur les 196 États qui s'étaient engagés à construire un plan d'action il y a 2 ans, seulement une trentaine de ces 196 ont fait leur devoir de réaliser ce plan d'action. Donc le rôle des entreprises va être de faire mieux en tout cas que les États et même de jouer leur rôle. Ce qu'on peut attendre effectivement, c'est, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais potentiellement la création d'une norme autour de la biodiversité, ce qui serait vraiment une bonne nouvelle au niveau international. Et ce qu'on peut attendre aussi, c'est que le sujet de la biodiversité soit vraiment prioritaire au même titre que celui du carbone. On parle souvent du sujet carbone, des accords de Paris, mais trop peu des sujets biodiversité. Et c'est vraiment l'enjeu de cette COP16 de remettre ça comme une priorité pour toutes les entreprises. Comment vous expliquez ça? Parce qu'effectivement, les COP climat ont pris beaucoup de place médiatique. On peut considérer que c'est bien, on peut considérer que il y a parfois le bruit médiatique et pas suffisamment d'action derrière, mais ça c'est un autre débat. Comment vous expliquez que les COP biodiversité et moins accrocher la lumière en quelque sorte? Est-ce que c'est parce que c'est plus compliqué? Est-ce que c'est parce que, et on va revenir au cœur de notre débat, les métriques, les mesures sont plus difficiles à faire? Comment vous l'expliquez? Oui, bien sûr, les mesures sont plus difficiles à faire. On le voit, nous, par exemple, sur un outil qu'on a créé qui s'appelle l'Impact Score, qui est un référentiel commun qu'on a co-construit notamment avec l'AFNOR. On a des questions sur le carbone qui sont très simples. Ça va être, est-ce que vous avez fait votre bilan carbone? Oui, non. De combien vous avez réduit
vos émissions de CO2. Sur le sujet biodiversité, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Et même en travaillant avec des experts comme l'Office français de la biodiversité, les principes qu'on peut mettre en avant, ça va être est-ce qu'on a fait un diagnostic biodiversité sur ses impacts et dépendances parce qu'on voit aujourd'hui que 72% des entreprises européennes sont dépendantes des ressources naturelles, de la biodiversité. On peut aussi poser des questions sur est-ce qu'il y a un plan d'action qui est mis en place. Mais ce qui est difficile, c'est que c'est très peu mesurable et il y a beaucoup plus d'indicateurs que sur le carbone. Votre avis là-dessus, Franck Lebel? La bonne nouvelle, j'allais dire, c'est que ça devient un sujet vraiment de préoccupation des entreprises. C'est monté au niveau 6 des risques les plus importants pour les entreprises. Et je vais donner 2 exemples, que ce soit l'industrie pharmaceutique, l'industrie de l'agroalimentaire, a bien compris les enjeux pour eux d'un effondrement de la biodiversité. Donc c'est en train de remonter dans l'agenda. Et pour autant, comme le dit Octave, les entreprises manquent encore de méthodes. Et les méthodes, c'est justement, je pense, un des atouts de la norme. Alors restons sur cet impact score auquel vous avez participé. Qu'est-ce qui a été compliqué en matière de biodiversité? Alors, sur l'impact score, c'est un des exemples d'utilisation de normes internationales. Oui. Les normes internationales, elles couvrent des sujets extrêmement variés. On peut citer par exemple la manière de prendre en compte la lutte contre la dégradation des sols ou contre la désertification. Autre exemple, les principes d'analyse des microplastiques dans l'environnement. Les impacts du surtourisme dans la biodiversité. Donc tout ça, c'est abordé aujourd'hui dans des normes internationales et ça permet de construire des notations, des évaluations par les entreprises comme les impact scores. Ces normes internationales, c'est ce qu'on appelle les normes ISO? Ce sont les normes ISO et la principale en matière de biodiversité, c'est pour cela que nous sommes à Cali, c'est que nous allons publier dans quelques mois la norme internationale en matière de prise en compte de la biodiversité dans les stratégies et dans l'organisation d'une entreprise. Comme vous avez aujourd'hui la norme 9001 sur la qualité ou la 14001 sur le management de l'environnement. Donc dans quelques mois, on va publier cette norme sur la biodiversité. Et Cocorico, c'est la France qui préside ces travaux. On avait lancé cela en 2021 avec un tour de table, l'Office français de la biodiversité, Engie, la SNCF. Et donc c'est la France qui préside ces travaux et cela va donner cette méthode aux entreprises pour intégrer la biodiversité comme un vrai actif dans leur stratégie. Et je reste avec vous, Franck Lebel. Vous nous disiez tout à l'heure, il faut un outil mondial. Mais voilà, il y a 180, combien de pays? 196, oui. Merci beaucoup. 196 pays qui, lors de la précédente COP biodiversité, ont dit on va s'y mettre, et puis finalement, il n'y en a que 30. Bon, vous me voyez venir, quoi. C'est très bien de créer une norme mondiale, mais à quel point elle va être utilisée, appliquée, et comment? Alors, ça reste évidemment des normes volontaires. Ouais. Mais l'atout d'avoir l'ISO à la COP, c'est que nous embarquons les 167 pays membres de l'ISO dans toutes les régions du monde et qui s'engagent, une fois que la norme est publiée, à la reconnaître, à la promouvoir auprès des entreprises. Les actions locales, c'est très bien, mais ce dont nous avons besoin, et c'est un point commun avec Impact France, c'est d'une action coordonnée, qui soit reconnue à travers l'ensemble des régions du monde. Et c'est ça qu'apporte l'ISO. Et c'est pour ça, à nouveau, qu'on a cette présence au niveau de la COP 2016. Est-ce que vous diriez, Octave Kleinjans, qu'il y a une prise de conscience, là on a cité l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, mais justement des risques liés à un effondrement ou un appauvrissement de la biodiversité sur le business, tout simplement. Soyons un peu cyniques même, d'une certaine façon, quoi. Attention, voilà ce que ça va vous coûter. Oui, je pense que de plus en plus, lorsqu'on parle de biodiversité, on pouvait avoir tendance à imaginer des espèces en voie de disparition qui pouvaient être dans des pays très lointains. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on s'aperçoit que ça nous concerne aussi sur notre pays. 73% des vertébrés ont disparu depuis 50 ans. C'est un chiffre qui est assez alarmant. Et de plus en plus, je pense que pour réussir à sensibiliser les entreprises et les transformer aussi, bien sûr, il y a les normes, mais aussi ce à quoi on croit beaucoup, c'est de faire la preuve par l'exemple que des entreprises peuvent s'engager, que tout ça c'est aussi quelque chose de désirable pour les entreprises. Pour citer quelques exemples, on va avoir la Maïf par exemple qui l'année dernière a décidé de reverser 10% de ses résultats pour un fonds qui s'appelle Maïf pour le vivant, qui va soutenir des projets qui protègent la biodiversité. De plus en plus on voit des entreprises qui vont chercher à sensibiliser leurs collaborateurs avec par exemple la fresque de la biodiversité. Et aussi, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir intégrer ces sujets biodiversité au cœur de son modèle d'affaires, de son activité. Et de plus en plus,
dans le mouvement Impact France, on est ravis de voir émerger des projets à impact positif sur la biodiversité. Par exemple, Morpho qui, grâce à des drones, va replanter des arbres de manière très grande, à grande échelle. Ou Pili, par exemple, qui va lutter contre les pigments d'origine pétrochimique, qui va les fabriquer de manière naturelle. Donc ça évite de polluer tous les fleuves, notamment en Chine, dans lesquels on retrouve des colorants. Je me souviens du jour où la Maïf a annoncé la création de ce dividende écologique. Le même jour, Crédit Mutuel, Alliance Fédérale, annonçait la création d'un dividende sociétal avec le même principe de reverser, je crois que c'est 15% de leur résultat net. Alors pas seulement à la biodiversité, mais à des entreprises, des associations qui œuvrent pour un impact positif. Et à l'époque, c'était quoi? Il y a peut-être 2 ans et demi de mémoire. Ils espéraient l'un et l'autre, l'une et l'autre entreprise, que ça créerait un mouvement et que dans les entreprises du CAC 40 ou du SBF 120, il y aurait, tout le monde s'y mettrait. Bon, je ne l'ai pas beaucoup vu ce mouvement. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est vrai qu'on y est encore, c'est encore assez peu répandu malheureusement. Sur le mécénat, ce qu'on voit aussi, c'est quand même de plus en plus de PME arrivent à s'emparer du sujet du mécénat et donc reversent une partie de leurs résultats des associations. Et donc ça, c'est notamment grâce à des dispositifs comme 1% pour la planète, voilà, qui a vraiment apporte une belle image de marque aussi et qui permet de s'engager. Je pense que Léa Nature, par exemple, est un bel exemple. Mais effectivement, on voit trop peu encore de mécénat sur ces montants-là. 10% du résultat, c'est quelque chose d'assez important. On en voit trop peu sur les grandes entreprises pour le moment. Ouais, Franck Lebel. Non, juste, il faut savoir que ces normes internationales, ces standards, ils sont là aussi et beaucoup pour aider les PME et les TPE. C'est paradoxal, mais quand on regarde l'utilisation des normes internationales, je vous en citais quelques-unes qui sont déjà en place, majoritairement, ce sont les PME et les TPE. Et elles ont besoin d'outils pour s'organiser, pour prendre en compte des objectifs sur la biodiversité. Comment elles les utilisent? Ça permet de définir un objectif, de progresser, de communiquer aussi? Absolument. Les 3 volets sont dans toute exigence normative qu'on s'impose, je le rappelle. Donc, communiquer, s'engager et puis avoir une méthode. Le GBF, le cadre global sur la biodiversité, il pose des objectifs, il fixe des engagements, mais il ne dit pas le comment. Le comment, c'est dans la norme qu'on va retrouver la méthode de prise en compte de ces objectifs dans son organisation. Et finalement, le levier des entreprises, il vous semble aussi puissant, plus puissant que le levier des États dans ce combat? Alors, honnêtement, côté AFNOR, nous pensons qu'effectivement, par l'engagement volontaire, les entreprises ont un levier d'action bien plus puissant. Et aussi parce qu'ils dépassent le cadre national. Lorsqu'on s'engage dans une démarche ISO, on n'a pas besoin de l'expliquer à l'autre bout de la planète, puisque c'est connu dans l'ensemble des régions. Donc l'engagement volontaire des entreprises, nous on l'a vu sur d'autres thématiques, la sécurité dans l'entreprise, l'environnement, c'est quelque chose qui est bien plus puissant que parfois des réglementations qui restent nationales. Un mot là-dessus pour conclure? Bien sûr, l'aspect volontaire est important, mais au mouvement Impact France, on croit beaucoup à la place de la puissance publique qui peut, par ses politiques d'investissement, par sa politique de fiscalité, inciter les entreprises à s'engager davantage. Et donc, si on regarde, par exemple, la semaine dernière a été voté un taux réduit pour l'économie circulaire. On peut penser à des dispositifs de ce type-là pour soutenir les entreprises qui s'engagent pour la biodiversité. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À bientôt sur Bismart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup. Tout de suite. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec en duplex Caroline Buisson, la présidente fondatrice de la maison Figura. Bonjour, bienvenue. Première question traditionnelle, vous l'avez créée quand et avec quelle idée? Alors Maison Figura, c'est une marque qui a 1 an. C'est une marque de mode et de décoration qui est engagée pour le bien-être chez soi. Et l'origine de l'idée, c'est que, alors, initialement, ça s'adresse aux femmes. On passe beaucoup de temps chez nous, encore plus suite au confinement. Et en particulier, quand on rentre à la maison, en général, on se change et on n'adopte pas forcément des tenues qui sont très valorisantes. On pense au jogging, au legging, au pilou-pilou. Donc c'est souvent très, très confortable, mais au détriment du style. Et mon idée avec Maison Figura, c'était de rendre ces lettres de noblesse à ces tenues qu'on porte chez soi pour être à l'aise, sans en oublier le style, et avec évidemment un engagement fort, puisque toutes les collections sont réalisées en France.
Alors on va détailler ça, mais un mot de votre histoire personnelle, c'est l'histoire d'une reconversion, d'une quête peut-être de sens, de différence? Tout à fait. Donc, avant de créer Maison Figura, moi, j'avais travaillé une dizaine d'années, essentiellement dans le domaine du service. J'ai fait du conseil en transformation digitale pour des grandes entreprises, notamment dans le monde de la mode. Et j'ai fait également de la finance, donc en gestion de projet dans une banque. Et c'est vrai que ce parcours m'a amené de la France à la Suisse, au Portugal. Et je me suis rendu compte que j'étais toujours très enchantée de ce que je faisais, mais j'étais pas ni nécessairement à ma place, parce que moi, je suis une grande créative et on me demandait sur ces missions-là de faire preuve de plutôt de beaucoup de structure. Et d'autre part, c'est vrai que je ne trouvais pas forcément le sens, je n'avais pas une vocation ni pour le conseil, ni pour la finance. J'étais, comme je disais, créative et j'avais envie de faire quelque chose autour du produit. Donc pour moi, c'est une reconversion, vraiment un grand virage du service vers le produit et de métiers qui étaient très structurants, très structurés vers des métiers plutôt créatifs. Parlons du Made in France, effectivement, selon la FIMIF, il y a 3% seulement des vêtements qui sont vendus en France qui sont fabriqués dans notre pays. Donc vous faites ce choix avec Maison Figura. Le pari est audacieux, mais alors quelles difficultés vous rencontrez ou vous avez rencontrées pour tenir cette promesse? Alors la première des difficultés, ça a été, comme je suis en reconversion, je connais rien à l'écosystème textile français, a fortiori évidemment européen, mais a fortiori français. Du coup, je me suis tournée vers Guillaume Gibault assez naturellement, puisqu'on a fait les mêmes études, et j'adresse cette problématique avec lui au salon du Made in France. Je lui dis mais comment je fais pour faire fabriquer en France? Et là, il me met entre les mains de Façon de Faire, qui est une organisation qui met en relation des marques et des fabricants, des façonniers en France. Donc ça, la première difficulté, finalement, elle a été résolue assez facilement, mais j'ai quand même erré pendant 3-4 mois avant de demander de l'aide, en pensant que ce serait plus facile que ça de prendre un annuaire, d'appeler des usines et puis de leur dire bah voilà, j'ai envie de faire fabriquer, qu'est-ce que vous me proposez comme quantité, comme prix, comme délai. Donc il y a eu ce premier déclic déjà de trouver les bons partenaires. Ensuite, la deuxième difficulté, ça a été de maintenir des coûts qui étaient raisonnables en termes de coûts de production. On le sait, le Made in France, c'est cher, mais c'est aussi très qualitatif. Et moi, j'ai dû voilà, un petit peu faire des concessions sur la première collection, notamment. Je pense à la veste kimono, qui est une pièce phare. Le prix public TTC, c'est 390 €. J'ai été un peu estomaquée au début. Je me suis dit, je ne peux pas maintenir des prix tels que 390 €. Et puis après, je me suis sérénisée. J'en ai parlé autour de moi, on m'a dit, ben voilà, une pièce de cette qualité-là, c'est normal que ça vaille ce prix. Mais mes réflexes étaient plutôt sur du Made in Europe ou Made in ailleurs, en fait, sans vraiment connaître la valeur des choses. Donc la deuxième difficulté, ça a été de maintenir des coûts raisonnables et aussi de faire quelques efforts pour comprendre que les coûts inhérents étaient plus élevés sur du Made in France et justifiés par de la qualité. Un mot rapide, il nous reste moins d'une minute. Vous développez une offre B2B de décoration durable, là aussi Made in France. À qui elle s'adresse? À qui vous vous adressez? Je m'adresse à des décorateurs, à des architectes d'intérieur qui souhaitent réintégrer la notion de l'impact et de la durabilité dans la prescription qu'ils font vis-à-vis de leurs clients. Donc ça peut être des clients qui sont des hôtels, des restaurants, des bureaux. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer Maison Figura comme une alternative pour venir décorer les lieux de leurs clients. Donc sachant qu'on a commencé sur le prêt-à-porter, mais maintenant on fait aussi de la décoration, des plaids, des coussins, des affiches. Et l'idée, c'est vraiment d'élargir la gamme pour répondre avec du sur-mesure et des produits d'exception aux besoins des architectes et des décorateurs. Merci beaucoup Caroline Buisson et bon vent à votre Maison Figura. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À Be Smart for Change. Salut.